Bonjour, bonjour, chers étudiants. Content de vous retrouver pour continuer avec le cours de chimie thérapeutique. Et nous sommes en train d'étudier les antibiotiques agissant sur la synthèse des protéines. Nous avons terminé avec les antibiotiques agissant sur le métabolisme, ensuite sur la synthèse de la paroi bactérienne. Donc, par rapport aux antibiotiques agissant sur la synthèse de la paroi bactérienne, il faut dire que c'était un long chapitre qui comprenait notamment deux groupes antibiotiques, mais appartenant au bêta-lactame. Donc, il s'agissait des pénicillines et des céphalosporines. Donc, maintenant, parlons des antibiotiques qui agissent sur la synthèse protéique. En fait, il faut dire que les protéines constituent les molécules, les macromolécules, donc les plus diversifiées, les plus importantes de l'organisme, bien entendu, après l'ADN. Et les protéines remplissent diverses fonctions. Donc, les protéines jouent un rôle structural et elles ont des rôles fonctionnels et divers. Donc, c'est pourquoi les protéines sont ciblées dans la lutte contre les bactéries. Maintenant, la synthèse des protéines passe et la synthèse des protéines implique plusieurs étapes. Donc, qui commence dans l'ADN en passant par l'ARN messager et cette synthèse donc, mobilise des enzymes, des supramolécules comme par exemple les ribosomes. Donc, cibler la synthèse des protéines, donc c'est également, je dirais, est synonyme de tuer la bactérie. Donc, nous allons voir tout ça dans... Alors, on commence avec des exemples de protéines, de médicaments donc, qui agissent comme tel. Par exemple, rifampicine, donc qui agit sur l'ARN messager. Donc, il faut dire que la synthèse des protéines commence par l'ADN. Il faut dire que au niveau de l'ADN, donc vous avez de l'information, vous avez des segments d'ADN qui renferment une information, l'information génétique qui sert à fabriquer une ou plusieurs protéines, ça dépend de la cellule. Maintenant, avant d'arriver à la protéine telle qu'elle, donc il faut passer par l'ARN messager. Donc cette étape je dirais, la copie de l'ADN en ARN messager s'appelle la transcription. Et maintenant, la synthèse de la protéine à partir de l'ARN messager s'appelle la traduction. Maintenant, les rifampicines agissent contre l'ARN messager. Donc, si les rifampicines agissent contre l'ARN messager, donc cela veut dire que ces médicaments empêchent la lecture de l'ARN messager par le ribosome justement pour empêcher donc la polymérisation des acides aminés, ok? Donc polymérisation qui normalement devrait aboutir à la synthèse d'une protéine. Il y a aussi les aminoglycosides
aminoglycosides. Donc, vous comprenez qu'il s'agit d'antibiotiques et formés de groupements aminaux et puis de monosaccharides. Il y a les tétracyclines, donc antibiotiques avec 4 cycles. Il y a le chloramphénicol, chlore et phénol, ol. Donc, ouais, donc il y a tout ça. Il y a le groupement amino également, chloam, chlore, am, aminophénicol. Donc, vous verrez dans la suite la structure. Donc, le nom vous dit déjà et vous renseigne déjà sur les groupements et potentiels qu'on va retrouver dans le chloramphénicol. Donc, qui tous agissent au niveau des ribosomes. Donc là, nous avons rifampicine qui agit au niveau de la RN messager et puis vous avez aminoglycosides, tétracycline, chloramphénicol. Chloramphénicol qui agissent au niveau qui agissent au niveau des ribosomes. Maintenant, on nous dit que la toxicité sélective de ces substances repose soit sur des vitesses de diffusion différentes à travers des différents types de barrières cellulaires, soit à une différence entre les enzymes ciblées de divers types cellulaires. Donc, ce sont des molécules qui présentent une certaine toxicité, mais c'est sélective. On dit que la rifampicine est une rifamycine hémisynthétique qui est obtenue à partir de la rifamycine B, qui est un produit naturel. Donc, la rifamycine B est naturelle et a été isolée de Streptomyces mediterranei. Donc, ça nous fait penser à la Méditerranée. Et puis, donc, la rifamycine, donc, agit au niveau inhibe les bactéries gram-positives, donc en se liant de façon non covalente à l'ARN polymérase. L'ARN polymérase. Et bon, il y avait
Dans le slide précédent, on avait dit ARN tout simplement. Ici, c'est au lieu de ARN, c'est l'ARN polymérase. Voilà. Donc, j'avais dit l'ARN messager, c'est l'ARN polymérase. Maintenant, l'ARN polymérase, en fait, c'est une enzyme. Donc, c'est une enzyme qui est convertie, on met copie l'ADN en ARN message. Donc, en bloquant l'ARN polymérase, donc, la copie de l'ADN en ARN et messager donc, devient impossible. Donc, je rappelle que donc, euh, la synthèse d'une protéine, passe par plusieurs étapes. Donc, d'abord, la copie de l'ADN en ARN messager, c'est la transcription. Ensuite, et la synthèse de la protéine à partir de l'ARN messager. Et cette synthèse qui mobilise plusieurs acteurs, dont les ribosomes, des enzymes, des acides aminés, ARN de transfert. Donc, cette dernière étape, on s'appelle la traduction. Dis-nous que les ARN polymérases, ADN dépendantes, alors pourquoi ADN dépendante? C'est parce que les ARN polymérases copient l'ADN en ARN messager. Donc, pour pouvoir réaliser la synthèse de l'ARN messager, il leur faut obligatoirement une molécule d'ADN. Donc, c'est pourquoi on dit ARN polymérase ADN dépendante. Donc, des cellules eucaryotes ne sont pas affectées, étant donné que le médicament se lie à une chaîne polypeptidique qui n'est pas présente dans l'ARN des mammifères. Voilà pourquoi cette molécule est très sélective. Alors, une qualité y a cherché un médicament, c'est la sélectivité. Ok, sélectivité, et il arrive qu'on prend des médicaments pour des antibiotiques, mais ces médicaments peuvent se révéler toxiques pour nos cellules. Donc, nous gagnons infection, nous voulons tuer gène qui est responsable d'infection, nous prenons un médicament. Maintenant, le médicament, il agit à la fois sur les agents pathogènes et également sur nos cellules. Donc, étant donné que il y a de l'ARN polymérase chez la bactérie, il y a ARN polymérase là chez nous. Donc, on nous dit que la rifampicine n'agit pas sur nos ARN polymérase, mais de préférence sur l'ARN polymérase et des bactéries, ok, des prokaryotes, parce que donc il y a une chaîne polypeptidique et contenue dans l'ARN polymérase et bactérienne. Donc, il y a une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire qui est constituée d'acides aminés, qui constitue donc le site de fixation et du médicament. Et cette chaîne n'existe pas dans l'ARN polymérase des mammifères,
des eucaryotes. Ce médicament est particulièrement indiqué pour traiter la tuberculose ainsi que les infections avec des staphylocoques qui sont pénicillino-résistantes. C'est un antibiotique très utile, notamment en raison de sa sélectivité vis-à-vis des cellules bactériennes plutôt que humaines. Malheureusement, cette molécule est très chère, ce qui désavantage son emploi pour d'autres maladies infectieuses. En ce qui concerne l'activité de cette substance, il appelle que la présence de noyau naphtalène, voyez le noyau naphtalène ici, c'est les deux cycles benzéniques et adjacents. Okay? C'est ce qu'on appelle le noyau naphtalène. Donc, il appelle que la présence de noyau naphtalène ainsi que divers groupements hydroxyles parmi ceux qui existent est indispensable. Donc là, on parle de relation structure-activité. Donc les groupements hydroxyles ainsi que le noyau naphtalène donc, semblent donc, être impliqués dans l'activité antituberculeuse donc, de ce médicament. Donc, relation structure-activité. Nous poursuivons avec un autre médicament, la streptomycine. Donc, c'est un médicament qui agit sur les ribosomes. Donc, il faut dire que dans la synthèse des protéines et au niveau de la deuxième étape, c'est-à-dire la traduction, donc, il y a plusieurs acteurs qui interviennent justement pour permettre en fait, la synthèse est d'une protéine à partir de l'ARN messager. Donc, il y a d'abord les acteurs, l'ARN messager, et ensuite et, et les ARN de transfert, il y a les ribosomes, il y a l'acide aminé, les aminoacides, ce sont des acteurs. Il y a aussi des enzymes. Il y a aussi des enzymes qui vont activer ou encore qui vont fixer l'acide aminé sur l'ARN de transfert et pour la catalyse de la liaison peptidique, donc c'est la grande sous-unité des ribosomes qui possède cette propriété, donc propriété de catalyser la synthèse de la liaison peptidique. Donc, en agissant sur l'un de ces acteurs, donc on peut en fait bloquer la synthèse d'une protéine. Donc, la streptomycine et isolé de Streptomyces griseus en 1944. Donc, c'est un bel exemple d'aminoglycoside. Bel exemple d'aminoglycoside. Donc, streptomycine a été l'antibiotique le plus célèbre après la découverte de la pénicilline, car il s'agissait de la première substance qui manifestait une activité efficace lors du traitement d'une maladie mortelle, en l'occurrence la méningite tuberculose. Ce médicament agit en perturbant la synthèse des protéines. Il se lie à la sous-unité ribosomiale 30S. Alors, il faut dire que en fait, les ribosomes sont constitués de deux sous-unités.
il y a une sous-unité, la grande sous-unité est 40S, et puis il y a la petite sous-unité et dans la grande sous-unité est 50S, la petite sous-unité 30S. Alors, S, en fait, c'est la constante de ces sédimentations, c'est l'unité de la constante de la vitesse de sédimentation de ces molécules, donc qui est en rapport à leur poids moléculaire. Donc maintenant, ces sous-unités au moment de la synthèse protéique et s'unissent, la grande et la petite sous-unité au moment de la synthèse protéique s'unissent pour former le ribosome est complet. Donc maintenant, ce médicament se lie à la sous-unité ribosomale 30S, c'est-à-dire la petite sous-unité, et altère la croissance de la chaîne protéique en empêchant une reconnaissance correcte des triplets servant de code sur l'ARN messager. Donc, n'oubliez pas que l'ARN messager, en fait, possède l'information nécessaire à la synthèse des protéines. Donc, il y a les triplets de nucléotides. Les triplets de nucléotides qui, en fait, spécifient un ARN messager. Les triplets de nucléotides spécifient un ARN messager. Et il y a ce qu'on appelle aussi le code génétique qui fait la liaison entre les triplets de nucléotides et les acides aminés. Donc maintenant, en se fixant sur la petite sous-unité et 30S et du ribosome, donc on altère, on empêche la croissance de la chaîne protéique tout simplement parce que les, les, ou encore ça empêche la lecture correcte donc, de l'ARN messager. Les aminoglycosides agissent rapidement, mais ils peuvent présenter une néphrotoxicité, toxicité pour les reins, ainsi qu'une autotoxicité pour l'oreille, en fonction des doses administrées et de la durée du traitement. Donc, ce type d'antibiotique s'est avéré être le seul efficace contre Pseudomonas aeruginosa, dont la résistance est particulièrement affirmée et ce n'est que récemment que des traitements alternatifs ont été instaurés. Donc, mes médicaments n'a pas les Maintenant, là, nous parlons de aminoglycosides. Donc, ce qu'on peut observer ici, ouais, donc il y a plusieurs, par exemple, là, vous avez des groupements aminaux et puis, et là, c'est la structure d'un monosaccharide. Donc, vous voyez ici, c'est la structure d'un monosaccharide lié avec un groupement NH2. Là, également, c'est un monosaccharide. Donc, c'est pourquoi on parle de amino. Ouais, amino, il y a plusieurs groupements amines. Et puis, il y a deux monosaccharides. Donc, il y a ça, c'est un cycle et, et ça, c'est pyranose. OK, ça, c'est furanose. Ce cycle a 4 atomes de carbone et d'oxygène, c'est un furanose. Et puis, ce cycle a 5 carbones et d'oxygène, c'est pyranose. Donc, c'est deux formes cycliques de monosaccharides. OK, maintenant, ce qui concerne les tétracyclines, donc on nous dit dans l'ensemble, les tétracyclines présentent une large spectre d'activité. Il s'agit là de la famille d'antibiotiques la plus prescrite après les pénicillines. Ces substances sont même capables d'attaquer le parasite responsable du paludisme. Bon, ça va dépendre il y a plusieurs, en fait, espèces plasmodiales. Et en Haïti, ça qui va plus problème, c'est falciparum. Je dis nous, la chlortétracycline est l'une des tétracyclines les plus connues
Cet antibiotique qui a été découvert en 1948 à partir de Streptomyces aurefaciens présente une large spectre d'activité s'étendant des bactéries gram positives aux bactéries gram négatives. Donc la chlortétracycline et la chlortétracycline, donc on parle de tétracycline, mais on a en sous-titre les aminoglycosides, donc c'est une erreur copier-coller et puis on n'a pas corrigé. La chlortétracycline donc, perturbe la synthèse protéique en se liant à la sous-unité 30S des ribosomes. Donc, on a déjà expliqué ce phénomène. Ce faisant, bloque la fixation de l'aminoacide ARNT. Donc, l'aminoacide ARNT, c'est... N'oubliez pas que j'avais dit précédemment que les ARN de transfert font partie des acteurs qui sont impliqués dans la synthèse des protéines. Donc, l'ARN de transfert peut être libre, donc il n'est pas, il peut être libre, donc il n'est pas lié à un acide aminé. N'oubliez pas que le rôle de l'ARN de transfert, c'est de transporter, transférer les acides aminés ou encore les aminoacides. Donc, l'ARN de transfert peut être libre. À ce moment, il n'est pas lié à un aminoacide, tout comme il peut être lié à un aminoacide. Donc, dans notre cas ici, et le médicament chlortétracycline bloque la fixation d'un ARN de transfert chargé, c'est-à-dire qui est lié avec un aminoacide. Donc, maintenant, en bloquant l'accès du ribosome à cet acteur, donc ça empêche également la polymérisation de la chaîne peptidique. Voici la structure de la chlortétracycline. Donc, vous voyez bien l'atome de chlore, il y a le chlore et chlortétracycline, et puis il y a les quatre cycles, donc un cycle benzénique, et après, vous avez trois autres cycles, des groupements hydroxyle et puis groupements amino. Maintenant, chloramphénicol, donc je crois que c'est dernière molécule que nous allons étudier dans le cadre des antibiotiques agissant sur la synthèse des protéines. Au départ, le chloramphénicol fut isolé à partir d'une culture de Streptomyces venezuelae. Mais actuellement, ce médicament s'obtient par synthèse chimique. La molécule contient 230 kilo, et c'est-à-dire deux carbones asymétriques, mais on nous dit que seul le stéréoisomère RR est actif. En fait, quand vous avez deux carbones asymétriques dans une molécule, donc on peut, à partir de ces deux carbones asymétriques, obtenir quatre stéréoisomères, c'est deux exposants de 2 exposant n égale à 2, donc n représente le nombre d'atomes de carbone, donc 2 exposant 2 donne 4, donc 4 stéréoisomères ça yo, et avec 2 carbone asymétrique ça est capable de gagner, et carbone asymétrique ça est caractérisé par une configuration absolue, soit R, soit S. Mais dans 4 stéréoisomères, nous avons gagné 4 configurations différentes. Nous avons gagné RR, SS, RS ou bien SR. Donc maintenant, seul stéréoisomère actif dans 4, c'est RR. Donc les autres ne sont pas actifs. Et seul stéréoisomère qui est actif là, c'est R là seulement qui est actif. Donc là, donc on peut identifier les carbones asymétriques. Voici les deux carbones asymétriques avec ces groupements, ces liaisons en avant du plan. Donc ces liaisons en avant du plan, c'est
ces liaisons en avant du plan donc, indiquent que ces carbones sont asymétriques. Alors, des études de relations structure-activité ont permis de démontrer que le cycle aromatique, voilà, il y a un cycle benzénique qui est aromatique, il y a ce groupement nitro et des atomes de chlore. Donc, on va voir quels sont les groupements et structures et stéréochimie responsables de l'activité de chlorure, responsable de l'activité du chloramphénicol. Donc, on nous dit des études de relations structure-activité ont permis de démontrer que le cycle aromatique doit nécessairement porter un substituant qui puisse être en résonance avec lui. Alors, un substituant qui puisse être en résonance avec lui, c'est un substituant qui peut contribuer, participer à la délocalisation des électrons pi ou des électrons n. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que entre, il doit y avoir, le ce groupement doit et, et contribuer, ce groupement doit participer ou encore faire partie de ce qu'on appelle les systèmes conjugués avec le cycle. Donc, c'est facile à voir. Par exemple, un système conjugué ici, c'est cette liaison pi et puis suivi de cette liaison sigma et de cette liaison pi. Donc, vous voyez, donc on a un système conjugué commun entre le cycle et le groupement nitro, c'est pi sigma pi. Donc, le fait que le groupement nitro est en conjugaison avec le cycle benzénique, donc là, cela veut dire que ce groupement nitro donc, peut être en résonance avec le cycle ou encore peut contribuer à la délocalisation, des électrons, ou du moins, c'est pas peut contribuer, participe à la délocalisation des électrons. Donc, le groupe RR propandiol est essentiel. RR, voilà. RR propandiol. RR propane. OK, propane, vous voyez, 1, 2, 3. Donc, il y a 3 carbones. Le groupe RR propandiol donc, est essentiel. Et voici le groupe RR propandiol. OK. Donc, ici, on a un atome de carbone. Ici, on a un deuxième et là, un troisième. Vous voyez, 3 carbones propandiol de alcool. Donc, RR, pourquoi RR? Mais c'est parce que cet atome de carbone est R. Et puis, cet atome de carbone ici est également un carbone R. Donc, RR. Ce sont des carbones asymétriques, donc qui gagnent une configuration absolue RR. Et puis, on dit, nous, les groupes OH doivent être libres de telle sorte qu'il est fort probable qu'ils soient impliqués dans des liaisons hydrogènes. Donc, effectivement, ces groupements hydroxyles donc, ont cette propriété d'établir des liaisons hydrogènes entre les molécules médicamenteuses et les cibles thérapeutiques. Donc, s'ils doivent être libres pour que la molécule manifeste son activité biologique, c'est qu'ils sont impliqués dans la relation entre le médicament et la cible thérapeutique. Le groupe dichloroacétamide est Le groupe dichloroacétamide est lui aussi important, encore qu'il puisse être remplacé par d'autres groupes électronégatifs. Alors, dichloroacétamide, c'est là où vous avez vu, voilà, dichloroacétamide. Donc, c'est de ce côté, voilà, dichloro, il y a 2 atomes de chlore. Et puis, ici, c'est acétamide. OK, acétamide. Donc, dichloroacétamide. Donc, c'est un groupe important également dans
la, dans la manifestation de l'activité de cette molécule. Le chloramphénicol se fixe à la sous-unité 50S et tout à l'heure, on avait vu les médicaments précédents et agissent au niveau de la sous-unité 30S des ribosomes bactériens, mais le chloramphénicol, lui, agit au niveau de la sous-unité 50S des ribosomes bactériens et semble agir en inhibant le mouvement de ces ribosomes le long de l'ARN messager, vraisemblablement en bloquant l'action de la peptidyltransférase. En fait, la peptidyltransférase, c'est cette en fait c'est cette enzyme est, qui est chargée ou encore qui est capable de polymériser les acides aminés et c'est une propriété de la grande sous-unité. Donc, en se fixant sur la grande sous-unité 50S, donc le chloramphénicol empêche cette activité, c'est-à-dire empêche le transfert ou encore l'incorporation d'un acide aminé à la chaîne peptidique en croissance ou encore en formation. Donc, en résumé, donc, le chloramphénicol empêche l'élongation de la chaîne peptidique en formation, bloque la croissance de la chaîne peptidique en formation. Le chloramphénicol est le médicament de choix contre la typhoïde, mais on l'emploie également pour traiter des infections graves occasionnées par des microbes insensibles aux autres substances antibactériennes. Ce médicament est aussi souvent employé en cas d'infection oculaire. Quoi qu'il en soit, on se bornera à n'utiliser le chloramphénicol que pour des indications précises et limitées, car cette molécule est assez toxique, en particulier au niveau de la moelle osseuse. Donc, on suspect le NO2, le groupement nitro, d'être responsable de cet effet, encore que les bactéries intestinales soient capables de réduire ce groupement nitro en amino. Et puis, non, on n'était pas à la dernière molécule. Il nous reste les macrolides. Les macrolides. L'exemple le mieux connu de cette classe et de composés appartenant à la grande famille des hétérosides est l'érythromycine. Donc, il s'agit d'un métabolite produit par un micro-organisme appelé Streptomyces erythraeus. OK? En ce qui concerne la structure de cette molécule, donc on peut y voir une partie non osidique, la glycone. Donc, on a dit c'est un hétéroside. Un hétéroside, c'est quoi? C'est un sucre complexe formé d'une partie non glucidique qu'on appelle aglycone et d'une partie glucidique qu'on appelle glycone. OK? Ou génine. OK? Donc, on peut y voir une partie non osidique ou encore non glucidique qu'on appelle aglycone. Ici, un ester interne macrocyclique, c'est-à-dire une lactone. Alors, les esters cycliques s'appellent lactone ou olide. Les esters cycliques, on les appelle lactone ou olide. Et c'est pourquoi on dit macrolide. Donc, c'est je dirais un gros cycle et un gros cycle macrolide. Donc, à laquelle donc, sont rattachés un ose ou un osamine ou un aminoose. Les parties osidiques sont importantes pour l'activité antibactérienne. Donc, relation structure-activité. Les parties osidiques sont importantes pour l'activité bactérienne. C'est-à-dire, si on enlève ces oses, donc,
et il y aura perte de l'activité bactérienne. L'érythromycine agit en se fixant sur la sous-unité 50 S des ribosomes. OK. Et donc, tout comme le chloramphénicol, donc empêche donc, le transfert de l'aminoacide apporté par un ARN de transfert à la chaîne peptidique en croissance, donc bloque l'élongation de la chaîne peptidique. L'érythromycine était, j'ai dit, utilisée pour combattre les staphylocoques pénicillino-résistants. Actuellement, les nouvelles pénicillines conviennent parfaitement pour ce genre d'infection. L'érythromycine reste néanmoins le médicament de choix contre la légionellose. Voilà, donc c'est ce qui met un terme à l'étude des antibiotiques qui agissent sur la synthèse protéique. Donc, il faut dire que les protéines sont des molécules indispensables et au fonctionnement d'une cellule, qu'il s'agisse de cellules prokaryotes ou eucaryotes. Donc, bloquer la synthèse des protéines reviendrait à dire c'est empêcher la cellule de fonctionner. Donc, c'est tuer carrément la cellule parce que sans protéines, et la cellule ne pourrait pas survivre. Donc, considérant seulement les enzymes qui participent au métabolisme, donc si seulement on bloque ces protéines, donc c'est déjà beaucoup. Donc, n'en parlons pas pour toutes les protéines de la cellule. Voilà. Donc, c'était tout ça qu'on devait voir sur les protéines qui agissent, les antibiotiques qui agissent sur la synthèse des protéines.